courte vidéo sur un échange ce matin, quasiment en direct après les FAP sur l'Iran par les États-Unis, un ordre de Donald Trump. On découvre qu'en fait, tout ça, tout ce scénario, tout ce wargame a été préparé depuis des mois, depuis l'époque de Biden. Donc contrairement à plein de racontars, aucun wargame ne disait que l'Iran allait gagner. Au contraire, tous les wargames disaient qu'une fois que l'Iran aurait vu ce type de frappe sur son pays, elle serait estomaquée et en tout cas ne frapperait pas les intérêts américains. Il faut bien savoir que pendant de longues heures avant l'arrivée des bombardiers américains, tout le monde était au courant et les bases ont même été évacuées. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'aucun avion américain n'a été descendu. Il ne s'est absolument rien passé dans le ciel iranien à l'encontre de ces avions qui se sont donc promenés pour abîmer ou détruire complètement trois bases qui étaient la clé de toute la stratégie militaire et civile de l'Iran, puisque c'était un moyen de dire on n'a pas l'intention de faire d'armes nucléaires, mais si vous nous poussez trop loin, on n'hésitera pas à le faire. Eh bien, il semble que cette option soit maintenant assez éloignée, et la réaction de l'Iran, puisque Netanyahou a dit que ces frappes avaient été faites conjointement avec lui, donc l'Iran naturellement a répondu à cette nouvelle agression, d'autant que de toute façon il y a déjà eu 1000 sorties aériennes, 1000 avions, 1000 missions effectuées par l'armée de l'air israélienne et qui se vantent, vrai ou faux, d'avoir détruit au moins 200 bases de lancement de missiles iraniens. Alors je ne sais pas combien les Iraniens en avaient, peut-être plus que 200. C'est considérable, hein, 200 bases de lancement, parce que ce sont des équipements extrêmement coûteux qui nécessitent beaucoup de technologie. Hein. C'est une rampe de lancement de fusée. Donc c'est pas du tout des choses anodines, hein. C'est pas comme lancer un pétard dans le ciel, où c'est beaucoup plus compliqué que ça, avec des informations sur la cible, etc. Et tout ça est décidé quelque temps avant l'envoi de la fusée de sa rampe de lancement, justement rampe de lancement mobile. Donc on va le savoir bientôt, mais il y a eu à peine une vingtaine de missiles qui ont été tirés ce matin. Donc quand l'Iran vit sa deuxième raclée en à peine 10 jours, une réaction de 20 missiles, et l'annonce que le détroit d'Ormuz va être fermé, alors que la veille, pendant toute la journée, la plus grande base navale de l'armée iranienne a été complètement bombardée par des dizaines d'avions israéliens. Eh bien, je ne sais pas où tout cela va. Quand on a des images d'Iran sur les destructions et les bombardements, on voit que c'est vraiment quotidien et c'est sur des cibles choisies, des cibles stratégiques, alors que l'essentiel des images qu'on voit de Haïfa ou de Tel Aviv sont des bombardements qui évidemment perturbent considérablement la vie des Israéliens, qui les poussent d'ailleurs en grand nombre à vouloir quitter le pays en attendant que les choses se calment, mais qui n'ont pas un impact stratégique. Au contraire, le seul impact qu'ont les bombardements iraniens ont été de mobiliser finalement l'Occident, pour simplifier, donc les Américains et les Européens, à dire qu'Israël avait le droit de se défendre, et donc pour les Américains à choisir le plan de la destruction. Tout ça se passe très vite, hein. Les Russes et les Chinois n'ont pas eu le temps de prendre des décisions. Il y a des inerties pour des décisions comme celle-là, d'autant que depuis des mois, ils avaient tendu la main, ils avaient préparé tous les types de partenariats stratégiques militaires dans le domaine de la défense avec l'Iran, qui inexorablement les refusaient. Il semblerait que l'Iran regrette, c'est un peu tard. Aujourd'hui, c'est un pays qui est vraiment considérablement amoindri. Voilà, donc bonne vidéo et à plus tard pour d'autres vidéos sur d'autres chaînes. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.
Loud and more loud the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed in sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai inséré deux vidéos. D'une part, un parlementaire russe, Zhirinovsky, qui a plus de 30 ans expliqué exactement ce qui est en train de se passer, en disant, eh bien voilà ce qui pourrait arriver à l'Iran, puis à la Russie et à la Chine, si on laisse les mains libres à l'État d'Israël. Eh bien, voyez à quel point il a été prémonitoire. Et la deuxième chose, c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé dans mes lettres Substack, puisque ça permet vraiment de rentrer dans le détail, de ne pas être dans des phrases courtes et qui finalement ne veulent rien dire et n'apprennent pas grand-chose. Eh bien, c'est quelqu'un qui a fait un enregistrement pirate lors d'une réunion d'ADL et de l'EPAC, en l'occurrence de l'EPAC. Et les journalistes de Grey Zone ont eu le courage de libérer cette information, et EPAC explique comment il contrôle complètement l'environnement de Donald Trump à la Maison-Blanche et savent en permanence les moments d'hésitation autour de Trump. Donc voilà, ça explique beaucoup de choses, ça explique le piège considérable dans lequel est Donald Trump depuis son élection. Il faut dire qu'il a choisi les personnes qui l'entourent, et surtout, on peut observer que même ceux qui avaient du courage dans son environnement n'en ont plus. On peut penser par exemple à Tulsi Gabbard, qui a dit une chose il y a quelques semaines et dit exactement l'inverse aujourd'hui, alors qu'il ne s'est rien passé depuis. Et puis bon, évidemment, tous les doubles standards européens et des organisations internationales. Donc pour me contacter, bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, et n'hésitez pas à me contacter pour découvrir le miel de 2025, qui est absolument formidable, presque aussi bon que celui de 2024, ou bien meilleur. Selon les goûts et les couleurs. C'est une saison qui est différente. Il y avait plus de rareté l'année dernière, donc des miels assez exceptionnels. Cette année, ils sont en plus grande quantité et également particulièrement intéressants. Voilà, donc il faut découvrir, il faut comparer, il faut réaliser que le miel est quelque chose d'absolument essentiel pour l'humanité. Et en ce moment, on détruit tout, et également les abeilles, mais également le miel. C'est comme l'information, le miel, c'est complètement perverti. Je vous invite d'ailleurs à lire ma dernière lettre Substack. J'ai préparé une longue lettre d'analyse sur l'Iran qui paraîtra uniquement demain, parce que j'ai préféré laisser 24 heures pour digérer, pour pas être uniquement dans l'émotion, parce que finalement l'actualité me donne tellement raison, et j'ai été tellement insulté et menacé pour avoir raison immédiatement, même avant que les choses arrivent. Donc j'essaye de me protéger un peu, et justement de me protéger de tout ce qui est marchand du temple. Et donc j'ai fait une lettre qui devrait beaucoup amuser. J'essaie d'avoir le plus d'humour possible, donc c'est pas forcément faisable en ce moment, mais pour traiter de personnages pas très sympathiques, finalement l'humour c'est pas mal. Voilà, bonne lecture, amusez-vous bien, c'est sur substack.com, et je suis Bertrand55, donc Substack, ça s'écrit substack.com, substack.com, et je suis Bertrand55, et de toute façon, vous avez les liens dans les commentaires de cette vidéo. Даю прогноз, все остальные молчат. Значит, что будет сейчас? И давайте вопросы. Я же уеду скоро, и у вас не будет шанса
узнать правильный ответ на ваши вопросы. Потом через 20 лет скажете: о, Владимир Владимирович нам тогда еще говорил, как надо было поступить. А мы не поступили. Значит, какой у них план? Еще они должны 7 стран арабских оккупировать, разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран. Что в этом случае является детонатором, или вернее даже допинг? Откуда идет, как говорится, вот, напор против Ирана? Арабские страны, как бы они, силовую демократизацию, на самом деле взять под контроль все энергоносители. Потому что будущий кризис, он уже идет, собственно, он не будущий. Америке надо ослабить Китай. В случае удара по Ирану цены на нефть взлетают $200 за баррель. Китайская экономика не выдержит. И Евросоюз не выдержит. То есть ударом по Ирану Америка ослабляет Евросоюз и Китай. Но остается Россия. А как ее ослабить? Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. На юг Сирия, проамериканский режим будет уже установлен. На юг Ирак воевали. Много лет они враждуют. Только на север, тем более коридор азербайджанский. Bertrand, tu écoutais mes invités, Claude Janvier et Anna Nazam. Ton analyse à toi, puis ensuite, je vais laisser mes deux invités réagir. Non, mais mon analyse, c'est toujours la même. C'est que depuis des années, on se prend baffe sur baffe. Donc, sur le Covid, les gouvernements ont déroulé leur plan avec des personnes qui disaient ça y est, on a les preuves, on a les documents, les têtes vont tomber, c'est plus possible, les élections. Et puis, en fait, ils déroulent. Ils déroulent le Covid. En Ukraine, c'était non, mais voilà, ça va être fini. Tout va bien. Et puis, en fait, il déroule. Macron va tomber. Et Macron tombe pas. Et Netanyahou va tomber. Moi, j'entends que Netanyahou va tomber depuis 20 ans. Et il a jamais été aussi puissant. On dit il y a des manifestations, etc., etc. Et puis, la même chose. L'Iran, traditionnellement, c'est exactement ce que vous dites, Anna. Et c'était même un pays, à chaque fois qu'il y avait une volonté, à l'époque d'Obama ou autre, de faire tomber le régime, mais de façon militaire, le pays s'unissait. En revanche, à chaque fois qu'il y a eu des révolutions de couleur, c'était plus compliqué. On voyait bien la taille des dissensions. Sauf qu'il s'est passé au cours des dernières années, et c'est fort les dissensions aujourd'hui en Iran, c'est très très fort. Ils aiment l'Iran. Les communautés iraniennes partout dans le monde continuent à parler farsi et sont fiers. Ils continuent à lire Omar Khayyam. Ils sont vraiment... c'est un peuple qui est très différent. Mais ce qui s'est passé au cours des dernières années, et on n'a pas vraiment mesuré en fait, c'est la mort de Soleimani, puis la disparition de l'arc chiite, du Hezbollah, Syrie, et toi tu sais bien, Hanan, puisque tu es syrien, et ça change complètement la donne, parce que toute la stratégie iranienne, elle reposait là-dessus. Et Raisi, toute sa stratégie, c'était d'être quelque part le nouveau Saladin, celui qui allait réunir les chiites et les sunnites. Et c'était toute sa stratégie. Il parlait avec les Pakistanais, il parlait avec l'Arabie Saoudite, il parlait avec tout le monde. Il essayait même de parler avec ceux qui, à Bagdad, avaient tué tous les leaders chiites depuis l'époque de 2003, en fait. Et donc, il était vraiment dans l'idée que si les musulmans, dans leur intégralité, ne s'unissaient pas, l'arc chiite ne suffirait pas. Moi, je suis persuadé qu'il a été tué. Et que l'accident d'hélicoptère... Pas du tout. Il n'y a pas d'accident, il a été tué. Et c'est impossible que l'Iran, à ce moment-là, n'ait pas compris que la guerre totale allait arriver. Et au lieu de dire il a été assassiné, de dire les choses clairement. Ils n'ont rien dit. Ils ont organisé des élections et ils ont élu un médecin. J'ai rien contre les médecins, mais ils ont élu un médecin. C'est-à-dire, ils n'ont pas élu quelqu'un comme Raisi qui venait du Corgé. Ils n'ont pas élu quelqu'un qui avait la moindre expérience militaire. Ils ont élu quelqu'un qui a passé sa vie à aller à des salons, à des congrès médicaux, à se faire graisser la patte par les grands laboratoires, etc., comme font quasiment les médecins. Mais non, mais que je connais bien l'Iran. Mais vraiment, je connais bien intimement l'Iran.
c'était dans ma famille, dans ma vie, pendant quasiment les 10 des 15 dernières années. Puisque j'étais en couple avec la nièce d'Abdessalem Bani Sadr, l'ancien président iranien. Donc, si tu veux, j'étais pas peu exposé à la chose iranienne et à ses contradictions. Parce que moi, j'analyse pas du tout les choses avec émotion, j'analyse avec un côté très eschatologique et avec les faits, en fait. Et donc, aujourd'hui, l'Iran a un président qui, au lieu de finaliser les accords que Raisi avait commencé à préparer avec la Chine et la Russie, a cru Macron, et je cite vraiment Macron, parce qu'il a commencé à croire Macron 2 jours avant que Nasrallah soit tué, et ils se sont tous réunis à Beyrouth à cause de Macron. De toute façon, il y a les photos à New York, en marge du sommet de l'ONU, d'où Netanyahou a pressé le bouton. Macron a organisé une réunion, lui a dit « Vous avez vu la paix en cours, etc. etc. » Donc lui, naïvement appelé en disant « J'ai des garanties, vous pouvez vous réunir pour travailler la paix. » Netanyahou a appelé, ils ont tous été liquidés, dont Niforoucham et 30 généraux russes déjà à cette époque. Donc tu as vu Soleimani, les généraux à Damas, tous les généraux qui comprenaient l'arc islamique, l'importance fondamentale de l'arc islamique, ont été tués à Beyrouth, ils ont été tués à Damas, ils ont été tués à Bagdad. Et là, d'un seul coup, absolument, c'est à 100% vrai. Le domino est tombé. Tout le monde, et je sais que c'est pas vous, mais tout le monde, ceux que j'appelle les marchands du temps, me disaient non, non, mais le Hezbollah va ressortir renforcé de ce qui s'est passé. Moi, je disais, mais non, ils sont morts. Alors, on me traitait d'infiltré, on me traitait de sioniste, on me traitait de n'importe quoi. Mais la réalité m'a donné les raisons. Parce que tu ne peux pas corriger un problème si tu fais pas le bon diagnostic. Si tu vois pas que c'est en train de se passer, comment veux-tu Dès que le Hezbollah a été bombardé, Israël s'est désintéressé du Liban, s'est occupé de recommencer à bombarder la Syrie. Toi, tu connais, puisque tu étais quasiment sur place, Adnan. La Syrie est tombée comme ça, en une semaine. Et comme tu l'as dit très bien, le 12, le monde, il a changé. Le monde, il change pas aujourd'hui. Il a changé le 12. Tous les chefs de tous les états-majors, pas de la moitié des états-majors, pas du tiers des états-majors, pas des 2 tiers des états-majors, tous les chefs de tous les états-majors ont été tués. Et pourquoi ils ont été tués? Parce que dans la doctrine iranienne, ils savaient qu'ils n'avaient pas le bon président, mais ils voulaient pas faire un chaos. L'élection, ça a été une erreur monumentale. Ils allaient mettre des militaires, en fait, à la tête du pays. Et Israël, évidemment, le savait. Donc, ils ont tous été liquidés. Ce qui fait qu'en fait, la seule autorité légitime aujourd'hui, c'est ce président qui met depuis 2 ans l'Iran dans la merde, puisque Khamenei, bah, il va pas faire un coup d'État, entre guillemets, dans son propre pays. En plus, il sait qu'il est la cible maintenant, puisque dès le lendemain, ils lui ont annoncé qu'il avait un pistolet sur la tempe. Donc, il est enfermé, loin de toute technologie, parce qu'avec le truc des pagers, ben voilà, tout le monde est stressé à l'idée qu'il se passe quelque chose comme ça. Et donc, l'Iran, au lieu d'aller directement à Moscou, ils ont attendu 10 jours avant d'aller à Moscou, parce qu'il annonce qu'il y va demain. Mais il devait y aller dans la minute. Il devait y aller dans la minute. Et puis alors, tous les gens qui racontent, on voit des avions, mais des gens sérieux, hein. On voit des avions qui arrivent à Téhéran, qui déposent de Chine des systèmes de défense. Tout ça, c'est des conneries. Ils venaient chercher les Chinois pour les ramener en Chine, parce que la Chine a tout de suite compris que l'Iran était décapité. Tout de suite. Et on voit bien, on voit les premières images, des pans de montagne qui sont effondrés. On a de la misère avec le signal à Bertrand. Il y a 2 choses. C'est que la Chine et la Russie, en fait, savent que l'Iran, c'est le pays central, en fait. Le pays central des échanges Est-Ouest, Nord-Sud. Si la Chine tombe, ces 2 pays sont complètement isolés, en fait. Ils peuvent travailler ensemble, l'un et l'autre, mais ils sont isolés de toute possibilité, en réalité, d'avoir un rôle dans le monde de demain. C'est-à-dire que l'Iran est le pays central. Et donc, les Israéliens et les Américains, et c'est là-dessus que Trump a compris, entre guillemets, le faux intérêt des États-Unis, mais lui, il a raisonné en économiste,
c'est qu'en fait, il détruit la possibilité pour que la Chine et la Russie deviennent puissantes. Alors que la Chine et la Russie ne veulent pas être puissantes. Ils veulent que l'humanité survive. Mais c'est ce que comprend pas Trump. Et d'ailleurs, Trump, quand il va le comprendre, il sera trop tard parce qu'il aura été flingué. Moi, je peux vous dire que la suite de ce qui vient de se passer, c'est qu'ils vont assassiner Trump. Trump ne leur sert plus à rien maintenant. Il a juste fait ce qu'aucun autre président aurait été assez stupide pour faire. Il a déclenché ce qu'il vient de déclencher. C'est-à-dire qu'il a définitivement réveillé la Russie et la Chine qui n'ont plus le choix que de partir en guerre contre ce monstre qui ne cache plus son visage. Et c'est pas un monstre économique, c'est pas un monstre financier, c'est pas un monstre bancaire, c'est un monstre qui déteste l'humanité. On est vraiment dans l'eschatologie. Donc je te laisse, Adnan. We may not lobby the executive, but as we were talking about, there was a discussion earlier about Congress being representative to the people. Well, the White House has to be responsive to Congress. And so it's working with, at the time, our friends on the Democratic side of the aisle to apply pressure the way that they know how to an administration, as it will be with this administration. Bob was talking about the people who will get appointed into some of these jobs. Look at the top level, you talk about Marco Rubio and Stefanik, and Michael Waltz. Those three people have something in common. They all serve in Congress. They all have relationships with key AIPAC leaders from their communities. So the lines of communication are good. Should there be something questionable or curious that we need access on the conversation to? You never know. One of the first candidates I ever met with as an AIPAC professional in my job was meeting candidates for Congress was a guy named John Ratcliffe. He was challenging a long-time incumbent member of Congress in Dallas. This guy looks like he could win the race. And we go talk to him. He had a good understanding of the issues. And a couple of weeks ago, he took the oath as the CIA director for crying out loud. This is the guy that they had a chance to speak to. So there are a lot, I don't want to call them lifelines, but there are lifelines. I think if you're in Iran or you are the Houthis or any of these other proxy terrorist groups, and frankly probably the Russians or the Chinese, you're looking at the ways in which the international community so quickly moved on from October 7th. And all of the criticism against Israel and Israel in this war. And you're probably taking away that a great tactic in war is to put as many civilians on the front lines as possible so that they can just get killed. And so the Hamas tactic had strategic effects because Israel finds itself isolated on the international stage, and it was a tactic by Hamas to terrorize on the global stage. Number two, propaganda and disinformation. This is a mutually beneficial relationship. This is not just about what the United States gives Israel. This is a partner that has flipped the script on what can be accomplished with military force in a way the United States military never conceived of doing against Iran and Iran's proxies across the Middle East. We get as much intelligence from Israel as we give to Israel. They are doing things with our F-35s that we aren't doing with our, so this is, if Americans, because the question is, American criticism from the right and the left, one thing that you hear that I think is common on the far right and the far left is that they don't want a young American men and women, service members in war wars in the Middle East or anywhere. So the way to not have young Americans on the line anywhere is to actually invest in strong partners who can defend themselves. That's Israel. So I have watched the congressional machine learn the muscle memory of how to slow down executive action now because I was on the Hill during the first Trump administration. So what worries me is we talked a lot about the importance of bipartisan support. And in the first Trump administration, you all may remember that different members of Congress, for different reasons, can put holds on proposed military sales to any country. And in the first Trump administration, there were holds on about 10 different sales to Saudi Arabia and UAE.
and they lasted for a long time. Now, I'm not going to go into the details of what Democrats versus Republicans thought or what Trump administration argued at the time, but the point is the Trump administration got fed up with members of Congress, and they invoked something called a national security emergency, which is legal under the law for how arms transfers happen, and they overrode the objections of Congress, and they just advanced the sales. But it took them 2.5 years to get frustrated enough with Congress to do that. This time, they overrode a hold on some proposed sales to Israel in about a week and a half. January 20th happened, and before February, the executive, there had been an override of this. What I worry about, that I think everyone who's a supporter of this relationship needs to be wary of, the manner in which sometimes it's not going to be about Israel, it's going to be about congressional versus legislative tussling, but Israel's going to be caught in crosshairs. And I'm worried about that with these executive holds. I'm worried about it with things like the Sanders joint resolutions of disapproval. Even if he doesn't force a vote this time, we're not getting to 4 years without him forcing a vote, and it is not good for Israel and for this relationship to make members constantly have to vote on it, even if they pass. That's not the point. The point is to not have to debate every time. And I actually think that the war of ideas is the crucial battlefront here. And I'll give you an iterative example, just so you can sort of a thought experiment. You guys do that. Imagine 5 years from now, a congressional staffer types into AI, Claude, GPT, at that point it'd be like GPT-14, whatever, right? Says, is supporting Israel bad for American national security? The answer that they get back is going to be informed by the information that's on the internet today. Which is why punching back in the information sphere becomes so important. I would argue exactly the wrong impulse. Because when you disengage, you leave an open playing field for precisely that sort of information that's going to inform national security decisions 5 years from now. And by the way, Congress is not immune to this. Because if the member of Congress, if his or her electorate is increasingly being fed that kind of information, it will skew how they pressure him or her to vote, or even to throw him or her out of office and pick somebody else. Right? So that informational, right? I mean, it starts in academia, but it doesn't end.